Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous commencerons avec un point sur les agendas et les actualités du ministère et nous passerons ensuite au focus thématique qui portera sur le 60e anniversaire des forces aériennes stratégiques. Et nous accueillons à ce titre le général de corps d'armée Stéphane Virem, général commandant les FAS. Il vous présentera l'histoire et les missions de ce pilier de la dissuasion nucléaire française. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur la situation sur les opérations militaires françaises. Donc, je débute les actualités avec un événement assez insolite, le sauvetage de 2 alpinistes par des militaires de l'armée de terre lors de leur ascension du mont Chokamba dans la chaîne himalayenne. 2 alpinistes britanniques et américaines se sont retrouvés piégés à plus de 6000 mètres d'altitude. Alors qu'elles tentaient d'atteindre le sommet, un éboulement a sectionné leurs cordes et elles ont perdu leur matériel. Le 5 octobre, 3 soldats de l'armée de terre du groupe militaire de haute montagne, dit GMHM, étaient présents dans la zone et ils ont interrompu leur ascension pour leur porter secours. Ces soldats ont sauvé des alpinistes qui étaient restés bloqués pendant 3 jours, sans nourriture ni matériel. Le GMHM, unité d'élite de l'armée de terre, est spécialisée dans les opérations en milieu montagneux difficiles. Son rôle est de se lancer dans des expéditions exploratoires en milieu terrestre extrême pour contribuer au développement des connaissances, des matériels et des capacités techniques des armées. Et l'intervention de ces soldats a permis d'éviter une issue tragique. Je poursuis avec une actualité en lien avec la situation au Proche-Orient. Hier, le ministre des Armées et des Anciens Combattants, conjointement avec son homologue italien, a organisé une visioconférence réunissant les ministres de la Défense de l'Union européenne, contributeurs des troupes de la FINUL. Lors des échanges, Sébastien Lecornu a rappelé le soutien de la France à la FINUL et a condamné les atteintes récentes subies par les casques bleus en violation du droit international. Les ministres ont partagé leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire au sud Liban et renouvelé leur appel à la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat entre les parties dans le respect de la résolution 1701. Je continue avec un séminaire qui se tient aujourd'hui au château de Vincennes. Ce séminaire associe des experts techniques issus de la Direction générale de l'armement et de la base industrielle de défense, technologique de défense, Il porte sur l'interopérabilité des équipements des forces armées, notamment dans le cadre des normes en vigueur au sein de l'OTAN et de l'Europe de la défense. Alors pourquoi la normalisation est-elle un enjeu majeur ? Ce processus permet d'établir des normes communes qui garantissent une compréhension mutuelle et donc d'améliorer l'efficacité entre alliés et partenaires. Très concrètement, il s'agit de s'accorder sur des standards communs, tels que la taille des munitions ou le vocabulaire utilisé par les soldats pour communiquer entre eux. Le ministère renforce son action en créant des réseaux d'experts avec les communautés thématiques de normalisation de défense. Et parmi les premières thématiques abordées figurent la mobilité des véhicules, l'environnement et les effets biomécaniques, les engins terrestres autonomes ou encore la navigabilité des drones aériens. Ces communautés associant des représentants de l'État et du secteur industriel se réunissent donc aujourd'hui au château de Vincennes pour une session de travail. Je poursuis avec une commémoration. 2024 marque le 200e anniversaire du retour du marquis de Lafayette aux États-Unis, événement fondateur de la relation franco-américaine. Pour l'occasion, 2 rafales de l'escadron de chasse 2-4 Lafayette et un A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air et de l'espace sont aux États-Unis jusqu'au 21 octobre. Ils défileront aux côtés de l'US Air Force et survoleront les villes de Yorktown, Washington et Williamsburg. Officier et homme politique français, le marquis de Lafayette est célèbre pour son engagement dans les rangs de l'armée des insurgés américains. C'est une figure emblématique de la guerre d'indépendance américaine et sa finesse d'esprit, sa stratégie et son leadership ont été des atouts essentiels lors des batailles clés de la guerre d'indépendance. Le marquis de Lafayette revient aux États-Unis en 1824 pour une tournée d'adieu dans les 24
État de l'époque, en témoignage de son affection pour ce pays. Et je reste aux États-Unis avec l'exercice Bold Quest. Depuis le 7 octobre et jusqu'au 7 novembre, l'armée de l'air et de l'espace participe à l'exercice Bold Quest sur le camp Lejeune aux États-Unis. Il réunit plus de 2000 participants issus de 15 nations, des alliés de l'OTAN, des partenaires et des observateurs. Cet exercice annuel interallié vise à améliorer l'interopérabilité, en particulier dans le domaine de l'appui aérien numérisé. Il permet aux pays participants de développer leurs capacités en présentant et en évaluant leurs services et leurs programmes. Une quarantaine d'aviateurs participera à cette mission et ils sont notamment issus du Centre d'expertise aérienne militaire, d'unités spécialisées dans les domaines des systèmes d'information et de communication opérationnelle et d'unités des forces spéciales. Ces unités mèneront des travaux sur la connectivité, l'appui aérien numérisé et l'interopérabilité avec les alliés. Il s'agira également pour la France de valider une partie de ses capacités à répondre aux exigences de la prise d'alerte de la force de réaction rapide de l'OTAN. Cette force multinationale constituée de composantes terrestres, aériennes, maritimes et de forces spéciales rapidement déployables a pour mission de pouvoir fournir une réponse militaire rapide à une crise de toute nature. Par ailleurs, le ministre des Armées et des Anciens Combattants participe aujourd'hui à la réunion des ministres de défense des pays membres de l'OTAN. Et demain, à l'issue du sommet, le ministre se rendra à Naples pour participer à la première réunion des ministres de défense du G7 qui se tiendra jusqu'à samedi à Naples. Cette réunion sera l'occasion d'évoquer les défis actuels en matière de sécurité internationale. Avant de passer au focus thématique dédié aux forces aériennes stratégiques, je conclus avec une actualité qui concerne une phase primordiale de la préparation opérationnelle de la chasse embarquée et du groupe aéronaval. Depuis le 6 octobre dernier, le porte-avions Charles de Gaulle a été rejoint par le groupe aérien embarqué dans le cadre de l'école de l'aviation embarquée. Il s'agit d'une étape majeure de la formation des jeunes pilotes de chasse et de l'aéronautique navale. Durant cette formation, ils se qualifient en réalisant leur premier catapultage et appontage à bord du porte-avions français. Ainsi, ce sont 15 marins du ciel et un pilote de l'armée de l'air et de l'espace qui se sont qualifiés de jour et ou de nuit lors de cette manœuvre particulièrement exigeante. La flottille 12F dotée de Rafale Marine et la flottille 4F équipée de Hawkeye ont profité de cette séquence pour s'entraîner sur l'ensemble de leur spectre opérationnel. Et ces qualifications mobilisent l'ensemble de l'équipage du porte-avions. Je passe au focus dédié aux forces aériennes stratégiques, élément essentiel de la dissuasion française. Et avant de céder la parole au général, quelques éléments de la doctrine de la France. Comme défini par le président de la République, chef des armées, la dissuasion vise à protéger la France et les Français contre toute menace d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elles viennent, et quelle qu'en soit la forme. La dissuasion française repose sur une triple crédibilité. Crédibilité politique portée par le président de la République, chef des armées et détenteur unique du feu nucléaire. Crédibilité technologique grâce à une base industrielle et technologique de défense souveraine à la pointe de la technologie. Et crédibilité opérationnelle incarnée par deux composantes complémentaires qui garantissent en permanence la mission de dissuasion. C'est la composante océanique qui repose sur les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la force océanique stratégique et la composante nucléaire aéroportée constituée de 2 forces, la force aéronavale nucléaire embarquée sur le porte-avions Charles de Gaulle et les forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air et de l'espace. Et depuis leur première prise d'alerte, il y a 60 ans, les FAS assurent la permanence de la composante nucléaire aéroportée sans discontinuer. Je vais maintenant céder la parole au général Willem qui vous expliquera plus en détail les missions des FAS. Merci beaucoup, Madame la déléguée. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour cette conférence de presse qui, comme vous l'imaginez, marque quand même un jalon assez important de notre histoire. Pour nous, 60 ans de la première alerte des forces aériennes stratégiques. Alors, vous l'avez rappelé, les forces aériennes stratégiques sont la force permanente de la composante nucléaire aéroportée et la dissuasion nationale, qui est la clé de voûte de la stratégie française de défense. Nous sommes effectivement complémentaires,
de la force océanique stratégique, qui elle aussi est permanente. Et puis la FANU, elle, est une composante que l'on dit de circonstance et qui offre des modes d'action particuliers à l'autorité politique. Alors, la dissuasion nucléaire française a pris finalement son envol le 8 octobre 1964 sous l'impulsion du général de Gaulle, avec cette première prise d'alerte à l'aide d'un Mirage 4 et sa bombe à gravité AN11, alerte à ce jour ininterrompue donc depuis maintenant 60 ans. Donc je voulais profiter en fait de cette période un peu d'anniversaire des 60 ans des FASS pour faire un bilan du chemin parcouru, analyser un peu le présent et puis faire quelques projections sur l'avenir pour ce qui va concerner ce commandement particulier. Alors, concernant le chemin parcouru, je suis obligé, Madame la déléguée, d'évoquer quand même l'action de mes prédécesseurs et tous les anciens de la communauté de la CNA, hommes et femmes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur grade, parce qu'ils ont et continuent d'ailleurs à dépenser sans compter pour non seulement conserver, optimiser, mais aussi préparer l'avenir des capacités de la composante nucléaire aéroportée, et parfois jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Depuis la première prise d'alerte, j'irai assez rapidement là-dessus, à moins que vous ayez des questions à l'issue, 3 générations d'armes, de chasseurs-bombardiers et de ravitailleurs se sont succédés, et chacun, à leur époque, ont démontré la crédibilité technique et opérationnelle des forces aériennes stratégiques. Le premier, c'est le triptyque AN11, Mirage 4A et le C-135, qui, pour l'époque, apportait vraiment une allonge assez remarquable, et c'était un véritable défi pour l'époque. Le deuxième, c'est le trio ASMP, le Mirage de Vilaine, donc qui a succédé au Mirage 4 en 1988, et le C-135. Donc ce nouveau trio a vraiment amélioré la performance globale grâce à une capacité de suivi de terrain donnée au Mirage de Vilaine et aux spécificités du missile. On était passé d'une génération de bombes à gravité à celle d'un missile de croisière. Aujourd'hui, eh bien, les FASS sont équipés de l'ASMPA rénové, une nouvelle version. Là aussi, j'y reviendrai si vous le souhaitez. Et puis le Rafale et le MRTT qui permettent encore d'accroître la capacité de pénétration et donc de survie. Je voulais aussi souligner dans le domaine du chemin parcouru, c'est que finalement, dans le domaine de la dissuasion, nous n'avançons pas seuls. Ce haut niveau de capacité technique et de compétences opérationnelles, en fait, n'aurait pas été possible et n'est toujours pas possible aujourd'hui sans ce que l'on appelle l'œuvre commune, c'est-à-dire sans une synergie collective de tous les acteurs. Je pense à l'état-major des armées, l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, la délégation générale pour l'armement, le commissariat à l'énergie atomique, l'inspection des armements nucléaires et la gendarmerie spécialisée des armements nucléaires. Alors je suis désolé, il y en a encore beaucoup d'autres que je n'ai pas cités, mais je dirais que ce sont les acteurs essentiels et indispensables finalement à l'évolution des forces aériennes stratégiques. Alors, Madame la déléguée, vous avez évoqué la crédibilité sous la forme de 3 piliers. Alors, je vais être obligé de vous faire mentir parce que j'en rajoute un 4e, mais qui m'est un peu plus personnel. Donc, vous avez évoqué la crédibilité politique et technologique. La crédibilité opérationnelle, effectivement, les FASS répondent en fait à une règle assez simple, c'est celle des 3 P, la portée, la pénétration et la précision. Mais je voulais aller un peu au-delà de toutes ces capacités technologiques que vous connaissez, que ce soit les vecteurs ou les armes. Je voulais souligner quand même l'excellence finalement des équipages et des équipes au sol des FASS, c'est-à-dire l'ensemble du personnel qui met en œuvre cet outil et qui ajuste quotidiennement leur entraînement et leur tactique pour maintenir notre capacité opérationnelle. Alors je rajoute un 4e pilier qui m'est propre, c'est celui qui concerne la maturité avec laquelle on emploie l'arme nucléaire. On travaille vraiment dans un cadre maîtrisé dans lequel les forces stratégiques mettent en œuvre l'arme nucléaire bâtie autour d'exigences, assez têtues parfois. Je pourrais citer notamment le contrôle gouvernemental et les règles de sécurité nucléaire et les règles de sécurité aéronautique. Et je pense que dans ces domaines, la France est considérée comme une référence en raison de son expérience et de son expertise. Voilà, pour ce qui concerne un peu le chemin parcouru et finalement ce qui fait le socle des forces aériennes stratégiques. Un focus rapide sur ce que sont les FASS aujourd'hui. Pour garantir notre crédibilité, finalement, le CFAS est un commandement qui doit s'adapter constamment et qui repose sur une organisation cohérente.
L'objectif, comme je le répète souvent et comme le ministre aussi le rappelle, n'est pas de préparer, d'assurer les guerres d'aujourd'hui, mais bien de préparer les guerres de demain. Donc on regarde bien évidemment au sol, mais on regarde aussi loin devant, on se projette. Donc on tire finalement notre force et notre cohérence parce que cet accommodement un peu particulier, parce qu'il est à la fois opérationnel, c'est-à-dire que je rends compte en tant que GCFAS au chef d'état-major des armées de ma capacité à remplir la mission, mais je rencontre aussi, j'ai un autre volet qui est celui organique, et je rends compte du niveau de préparation des forces au chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. On a un spectre assez large de prérogatives. Je ne vais pas toutes les citer, mais je pense notamment à l'anticipation stratégique, à la mission de renseignement, à la préparation opérationnelle, à la conduite des opérations et à la fonction du retour d'expérience, le RETEX. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que finalement, les FAS ont de toute évidence structuré l'armée de l'air d'une manière globale parce qu'elles ont largement contribué à lui permettre de se préparer aux missions de haute intensité, hein, ce terme très à la mode. Plusieurs briques ont été apportées depuis la première prise d'alerte en 1964. Je pense à la notion de permanence avec une chaîne de commandement associée, la préparation de mission, le renseignement dans les domaines spécifiques. On a aussi été à l'origine, on a développé des systèmes de communication modernes et redondantes, très particulières, ainsi que des tactiques pour des missions de haut du spectre dans les environnements les plus hostiles, ce qui positionne finalement les FAS un peu en tête des réflexions de savoir-faire dans le combat de haute intensité, notamment en matière de projection de puissance et de pénétration du RAID. Alors, on démontre souvent nos capacités à l'occasion d'une opération très particulière, mais que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est le fameux POCR, qui est finalement une simulation d'un raid nucléaire d'envergure. Alors, cette opération, elle est réalisée 4 fois par an, et ça reste vraiment un rendez-vous essentiel pour les FAS et pour le GCFAS que je suis, parce que ça permet non seulement de démontrer notre crédibilité, mais ça permet aussi finalement de servir de laboratoire pour tester des nouvelles tactiques, des nouveaux modes d'action, et ça on l'expérimente donc 4 fois par an. Alors je l'évoquais, le CEFAS est un commandement qui s'adapte de manière permanente. Et dans ce cadre-là, je pense que ça ne vous aura pas échappé, il y a eu un regroupement en fait de l'état-major des FAS qui était ventilé entre Villacoublay et Taverny. Et depuis juin de cette année, nous sommes regroupés tous sur la base de Taverny. Donc à cette structure d'état-major, on s'appuie sur 3 bases à vocation nucléaire, que sont Avord, Istres et Saint-Dizier. Chacune a une capacité d'hébergement d'armes et a des spécificités, des unités ou des escadres particulières pour remplir nos missions. Il faut savoir que l'ensemble de ces unités, avec l'appui de l'état-major des FAS, bien évidemment, réalisent plus de 70 exercices par an, dont beaucoup avec une manipulation d'armes réelles. Alors, pour ce qui concerne les moyens, j'irai assez vite. C'est basé sur le couple ravitailleur, porteur et missile. Le Rafale, je pense que tout le monde a conscience de ses capacités, de sa polyvalence, à les démontrer au quotidien, que ce soit au cours d'exercices ou d'opérations réelles dans les 4 coins de la planète. Le deuxième pilier dans ce volet capacitaire, c'est vraiment l'arrivée de l'Airbus A330, qui a vraiment bouleversé finalement nos capacités opérationnelles. Mais pas que celle des FAS, celle de l'armée de l'air et des armées de manière globale. Alors, il offre des capacités de projection vraiment démultipliées sur des très longues distances. Et ça a été démontré d'ailleurs récemment avec Pégase, hein, qui a été réalisé en juillet-août, où c'était d'ailleurs la 3e édition, je crois, ce qui rappelle que finalement, on est capable aussi d'aller se projeter assez loin et d'assumer une certaine souveraineté à longue distance. Concernant le missile, je l'ai évoqué, on est passé sur une nouvelle version de la SMPA, une version rénovée qui offre des capacités de survie supplémentaires et de précision supplémentaires. Et il y a eu un tir d'évaluation des forces cette année et qui s'est soldé par un succès total, ce qui montre quand même que ce missile est arrivé à maturité et est progressivement intégré dans le volet opérationnel aujourd'hui. Alors l'ADN des FAS, j'irai assez vite, mais je pense que c'est important quand même de souligner ce qui fait vraiment, ce qui constitue les caractéristiques majeures des FAS. Il y a quelques mots sur lesquels je pourrais revenir si vous souhaitez plus de détails. Je pense à la notion de visibilité, la notion de dualité, de réactivité, d'adaptabilité, de réversibilité et de précision.
Alors la visibilité, c'est ce qui permet finalement de contribuer au dialogue dissuasif en suggérant une intention d'agir, voire une détermination à agir. La dualité, c'est vraiment la participation des FAS à beaucoup de missions conventionnelles. Ça, c'est vraiment une nouveauté, hein. En 20 ans, je pense que les FAS ont complètement changé de physionomie en participant de manière très concrète aux missions conventionnelles de l'armée de l'air. Je pense à la police du ciel, la PPS. Je pense à des participations, par exemple, à la protection, à la sécurisation des Jeux Olympiques avec 2 Rafale et un MRTT. Je pense au désengagement à la crise au Niger et puis plus récemment avec la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un pont aérien inédit. Je pense que les armées n'ont jamais réalisé ça dans le temps. C'est 14 000 km, 9 MRTT engagés en simultané. C'est 4 100 passagers transportés, 430 tonnes de matériel. Le troisième terme, c'est celui de la réactivité, pour s'adapter au contexte actuel, qui est, je pense que je ne vous apprends rien, qui est très évolutif. Il y a une notion aussi d'adaptabilité, parce qu'il faut prendre en compte effectivement les environnements et répondre aux attentes de nos autorités politiques. La notion de réversibilité aussi est importante chez nous, c'est-à-dire que ça offre au président de la République la possibilité de montrer sa détermination et de revenir en arrière, de désengager les forces pour revenir dans un cadre maîtrisé, je dirais, du dialogue dissuasif. Enfin, il y a un terme aussi qui revient souvent, c'est la précision, qui fait aussi un peu notre caractéristique, c'est-à-dire être capable de mener des actions et contrôler des effets avec exactitude. J'utilise souvent ce terme. Les FAS, finalement, répondent à une règle simple. C'est celle des 3 R. Robuste, redouté et reconnu. Et ça trace un peu ma feuille de route pour les mois ou les années à venir. Alors, j'ai quelques points d'attention dans le présent, mais aussi dans l'avenir. Donc, j'aborde à présent ma troisième et dernière partie. Je pense qu'aujourd'hui, les FAS n'ont jamais été aussi puissantes. Mais finalement, on est quelque part condamné, encore une fois, à l'être davantage demain parce que la menace va changer. Et donc, notre travail, et mon travail en tant que GCFAS, avec tous les acteurs que j'ai décrits en introduction, est bien de préparer l'avenir et de manière à pouvoir léguer à nos successeurs un outil performant. Alors, nous menons en particulier des travaux sur la résilience sur le territoire national, c'est-à-dire la protection de nos emprises face aux menaces nouvelles, et je pense notamment aux menaces hybrides, parce que c'est ça qui va nous donner notre liberté d'action. Alors, dans ce domaine-là, il y a plusieurs sujets. Je ne vais pas les développer. Je pense à la défense solaire, à la lutte anti-drone et encore une fois à la police du ciel. De nouveaux équipements vont arriver et vont être mis en service à courte échéance. J'ai parlé du Standard 4. Ça y est, c'est le début. Là, on a commencé à intégrer les premiers avions dans nos dispositifs. Standard 4 qui offre des capacités de suite terrain automatique et donc de survie améliorées et aussi de guerre électronique, un peu rénovée. On travaille aussi sur la rénovation de nos centres d'opération, les fameux COFAS, de manière à pouvoir prendre en compte l'arrivée du multimilieu multichamp et être beaucoup plus connecté et réactif avec les différents acteurs qui participent à nos montées en puissance. La SMPA rénovée arrive aussi, et puis à plus long terme, on travaille sur des dossiers aux horizons 2030 dans un premier temps sur le futur Rafale F5 et la SN4G, qui sera le futur missile hyper véloce, et puis sur un standard 2 du MRTT qui va nous offrir des capacités de connectivité accrues. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, et pour conclure, nous sommes mobilisés sur de nombreux projets qui s'inscrivent dans les défis de la décennie, mais encore un peu plus tard. Je pense au CD du futur, engagement multimilieu, multichamp, la transformation numérique, la connectivité, et puis aussi l'intégration, bien évidemment, de l'intelligence artificielle. Voilà, j'en ai terminé et je suis prêt éventuellement à répondre à vos questions ou vos interrogations. Bonjour, mon général Mathieu Rabéchaud de l'AFP. Vous avez mentionné la dualité des missions des FAS. De fait, les FAS emploient une bonne partie des équipages de Rafale et des capacités de projection de l'armée française. Est-ce qu'il y a toujours un socle de Rafale et de MRTT dédié à la mission nucléaire ou comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement au quotidien entre la mission nucléaire et les missions conventionnelles? Merci beaucoup pour cette question. Alors, effectivement, votre question aborde le sujet de la posture. La posture, c'est garantir au président de la République
un nombre de moyens prêts engagés dans des délais fixés que je ne vais pas détailler ici, vous comprendrez bien pourquoi, pour des raisons de confidentialité, et puis aussi un nombre d'équipages prêts à. Ce qui veut dire que, en tant que GCFAS, nous participons, comme vous l'avez souligné, à différents contrats opérationnels, mais en tout état de cause, si la situation l'exigeait, nous sommes en mesure de rapatrier ces moyens dans des délais prescrits, et préparer ce que l'on pourrait appeler une montée en puissance. Donc on a pour cela des mesures particulières de préparation, de réduction des délais, où effectivement nous suivons ça. Donc le chef d'orchestre dans ce domaine-là est le centre d'opération des forces aériennes stratégiques, qui a en permanence l'état de disponibilité de nos moyens et leur localisation pour effectivement pouvoir assurer éventuellement une montée en puissance. Oui, Pierre Julien, indépendant. Effectivement, j'ai été un petit peu surpris que vous ne parliez pas, par exemple, des déploiements de la 4, dans, comme on dit maintenant, c'est quoi ? Oui, on garde toujours le terme, la base projetée au Levant, je crois. Donc, vous ne nous donnerez pas trop d'éléments sur le nombre de rafales actuellement dans les FAS, où on pourrait le savoir. Évidemment, il y a l'arrivée du MRTT. Ça apporte un énorme plus à l'armée de l'air et de l'espace, notamment aux FAS, évidemment. On pourra dire que les derniers arriveront quand ? Vous parliez justement d'une nouvelle génération de MRTT. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Et puis, dans cette mission, on se rend compte encore toujours qu'il y a un manque lié à... Alors, je ne sais plus si on dit SEAD ou SAID en fonction, c'est-à-dire par rapport à la menace missile, où la France, elle, est un peu dépourvue depuis quoi ? C'était la S-30 laser, je crois, de l'époque, ou je ne sais plus quelle... non, c'est peut-être pas ça, c'était un autre vecteur. Pour faire un raid comme ça, il faut quand même derrière, ou tout au moins au-dessus, avoir présence américaine. Alors, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de points que vous avez soulevés. Je regrette, j'aurais dû prendre un stylo pour noter, mais ce n'est pas grave. Vous me rappellerez éventuellement si je ne réponds pas pleinement à vos interrogations. Alors, déjà, pour ce qui concerne le nombre de moyens qui équipent les FAS, le chiffre, c'est une 50aine de Rafales. Nous avons effectivement un parc de 15 MRTT. Alors, à ce stade, on en a 12 exactement, c'est-à-dire au standard MRTT capable de ravitaillement en vol. Et vous savez, il y a un lot de 3 avions supplémentaires, des A330-200, qui sont en cours de transformation et dont les NORIA ont commencé à être faites auprès d'industriels. Donc, aux horizons de 2027, on aura la totalité de notre flotte, mais qui ne correspond pas, j'insiste bien, à notre contrat de posture, qui ne sont pas que des moyens dédiés à la dissuasion. C'est bien des moyens des armées. Vous comprenez bien que le MRTT est là aussi pour assurer la projection de force, etc. Donc ça, c'est pour les avions. Et puis le C-135 sera retiré définitivement du service à l'été 2025. Après, vous parlez un peu de capacité de missiles complémentaires, etc. Je ne sais pas si sous-jacent à votre question, il y a la notion d'épaulement ou de savoir ce que l'on peut faire à côté dans le volet capacitaire. Il est évident que, mais ça appartient pas au patron des FAS de discuter le volet équipement des armées, c'est bien au chef d'état-major des armées, à son état-major que de raisonner là-dessus. Nous, le domaine qui nous concerne, c'est bien évidemment dans cet épaulement, c'est les moyens conventionnels qui viendraient apporter une complémentarité à notre capacité de frappe et d'action dans la profondeur. Et c'est bien là-dessus qu'on travaille, en lien avec les états-majors, sur ce qui pourrait être mis en service, avec encore une fois ces empilements de contrats, avec la protection de notre territoire, et peut-être des engagements ailleurs. Alors là, c'était le premier volet que vous aviez abordé. Effectivement, nos équipages sont concernés au premier chef et je dirais quasiment au même niveau que les Rafales que je pourrais qualifier de conventionnels de Mont-de-Marsan. Je l'ai dit, on occupe 1 à 2 plots police du ciel en permanence.
Nous sommes bien évidemment projetés au même titre que que les Rafales monoplaces. Et puis on participe aussi à tous les contrats qui sont fixés par le chef d'état-major des armées en termes d'alerte. Je pense à ce fameux terme d'alerte rapace où on doit être prêt à fournir certains éléments. Donc bien évidemment, nos équipages sont concernés par tout le spectre des missions conventionnelles aujourd'hui, avec une ventilation de charge proportionnelle à notre nombre d'équipages et de vecteurs. Bonjour, Franck-Alexandre, RFI. Quelle plus-value attendez-vous de l'arrivée de l'intelligence artificielle? Si vous pouvez être très concret dans votre réponse. Merci beaucoup. C'est un sujet encore très prospectif, vous le savez, mais enfin, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées au niveau du ministère avec l'AMIAD, etc. Alors, comment l'intégrer au niveau des FACES? Moi, je verrais plusieurs niveaux. Je verrais le niveau du quotidien, je dirais dans la simplification, qui est aussi un chantier assez important du ministère. Il y a un volet qui est un peu plus opérationnel, et puis il y a peut-être un volet qui est encore plus prospectif. Alors, pour ce qui concerne le volet administratif, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière à simplifier toutes nos tâches administratives au quotidien. Gérer notre ressource humaine, qui est vraiment une pépite chez nous et qui fait l'objet d'un suivi très particulier de compétences. Et je pense que dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Dans le volet opérationnel, je pense que, et elle est déjà quelque part utilisée, c'est dans le domaine du renseignement. Dans le domaine du renseignement, qui est très spécifique pour nous, on pourrait utilement l'utiliser. Il y a le volet de tout ce qui est commandement, centre de commandement, qui, au travers de l'intelligence artificielle, pourrait être optimisé de manière à améliorer cette interconnectivité entre les différents acteurs. Je pense à l'espace, mais il y en a beaucoup d'autres, dans le domaine multidomaine, multichamp. Et puis après, eh bien vous avez l'intelligence artificielle qui pourrait être embarquée à bord de nos aéronefs, de manière à faciliter la tâche cognitive des pilotes dans des situations que vous imaginez bien très complexes, de la haute intensité, de la pénétration dans les lignes ennemies. Et enfin, il y a un dernier domaine, c'est l'intelligence artificielle que l'on pourrait aussi mettre éventuellement dans nos armements de manière à optimiser leur mode d'action. Alors tout ça, ça appartient... les phases ne sont pas dans le volet programmatique, donc je reste prudent sur toutes ces réflexions qui sont un peu ouvertes. Il appartient bien évidemment au chef d'état-major des armées et à l'état-major des armées, notamment tout ce qui est cohérence capacitaire, de réfléchir à ce domaine-là. Oui, alors c'est une question de Michel Cabirol, qui est rédacteur en chef à La Tribune, qui vous demande lui aussi très concrètement qu'est-ce que va apporter le Rafale 5 sur le plan opérationnel pour les FACES. Alors, le Rafale 5 sera une étape, je pense, essentielle à cette préparation de l'avenir, parce que déjà, ce sera le premier aéronef qui sera capable d'emporter l'ASN 4G. Donc ça, je dirais... Concrètement, c'est la première chose qu'on va lui demander. Ce sera comme un missile vraiment différent de ce que l'on fait aujourd'hui. Je cite souvent cet exemple. Le pas technologique que l'on a eu entre la première bombe à gravité et le missile ASMP, vous aurez quasiment le même saut, le même gap technologique entre l'ASMP-A d'aujourd'hui et l'ASN 4G, voire peut-être encore plus important. Donc sa première mission, ça sera d'être capable d'emporter ce missile. La deuxième, ce sera de garantir sa capacité de survie. Pour ça, il devra avoir des systèmes de guerre électronique évolués et adaptés aux menaces de demain. Je parle bien des menaces à la fois. Vous m'avez demandé d'être concret, donc je suis concret. Peut-être un peu trop, vous me direz si je rentre trop dans les détails techniques opérationnels. Donc les menaces solaires et les menaces RR. Et puis après, ce sera aussi, je pense, un précurseur de ce que pourrait être l'avion du combat futur dans tout le domaine de l'interconnectivité. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne va plus parler d'un système et d'un système de systèmes qui va devoir dialoguer avec différents acteurs, que ce soit le ravitailleur, les centres de commandement au sol, pourquoi pas d'autres objets qui accompagneront le raid sous forme de drone. Et donc, ce sera vraiment l'ultra-connectivité de ce système-là. Voilà, en synthèse, qu'on pourrait retenir sur les caractéristiques du F5. Je reviens un petit peu sur la question de tout à l'heure. Alors, effectivement, j'allais dire astronome laser, je crois que c'est pas ça. Ça doit être le Martel, je pense, qu'on devait avoir anti-radar.
C'est par rapport à la question, est-ce que si on... Alors je ne sais pas si vous pouvez me répondre d'ailleurs à cette question. D'ailleurs, un raid, j'appelle ça encore un raid, on va dire, peut-il se faire sans l'aide de pays, enfin d'un pays, notamment les États-Unis? La réponse est oui, c'est notre travail. C'est-à-dire que notre outil de dissuasion est un outil souverain et que donc l'ensemble des matériels, des procédures, des tactiques que nous développons doivent pouvoir être conduites aujourd'hui et demain en autonomie complète. Toujours de Michel Cabirol, rédacteur en chef à La Tribune, qui vous demande si les FAS pourraient utiliser des drones accompagnateurs. Merci pour cette question. Alors, à l'occasion du 60e anniversaire, le 8 octobre, donc le ministre a effectivement annoncé la présence de drones. Alors, effectivement, quand je vous parlais de système, d'ultra-connectivité, le drone, bien évidemment, fait partie aujourd'hui des paramètres de l'équation. Et j'évoquais tout à l'heure le terme d'épaulement, en tout cas de moyens supplémentaires qui vont pouvoir faciliter la réussite de la mission. Le drone fait partie bien évidemment des réflexions en cours sur la manière dont on pourrait l'utiliser pour nous donner une meilleure appréciation de la situation tactique, éventuellement réagir face à des menaces RR ou avoir des missions air-sol. Donc le drone, oui, fait partie des réflexions en cours et je dirais de tout ce qui est tactique que l'on pourra développer à l'avenir. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Et nous allons débuter ce tour d'horizon des opérations avec l'Europe et en particulier le soutien militaire à l'Ukraine, puisque dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, EUMAM, la France poursuit son soutien à l'Ukraine par des formations complètes et adaptées aux besoins exprimés par le partenaire. Ces formations se poursuivent en France comme en Pologne pour couvrir l'ensemble des besoins identifiés, du simple soldat jusqu'à l'officier d'état-major. Ainsi, les cadres de la brigade Anne de Kiev parachèvent leur montée en puissance dans tous les domaines du combat interarmes. Par exemple, tandis que les sapeurs s'exercent à la sécurisation de tranchées et d'infrastructures, les spécialistes anti-chars s'exercent dans leur domaine de lutte. Les soldats ukrainiens approfondissent leur aptitude à synchroniser les actions et à combiner les effets, qui sont les clés du combat interarmes, aussi bien en milieu ouvert que dans les zones de combat urbaines. En Pologne, le détachement français poursuit la formation de bataillons constitués. Les cadres font l'objet d'un effort particulier, du niveau sous-officier jusqu'à celui d'état-major, par des mises en situation tactiques aussi proches que possible du réel. Toujours en Europe, donc du 10 au 15 octobre, et dans le cadre du partenariat franco-belge qu'on appelle Capacité motorisée, CAMO, des unités de l'armée de terre ont participé à l'exercice annuel Celtic Uprise en Belgique. Sous le commandement de la brigade motorisée belge, une compagnie d'infanterie française renforcée d'éléments du génie a suivi un scénario tactique comprenant l'attaque et la saisie d'un aérodrome, le franchissement d'une coupure humide. Coupure humide, c'est un plan d'eau, une rivière, un lac, puis l'assaut d'une zone urbaine. Cette séquence vise à approfondir l'étroite interopérabilité qui unit les forces françaises et belges. Le partenariat CAMO représente un haut niveau d'ambition en allant vers une intégration opérationnelle complète par des matériels qui sont rigoureusement identiques entre les unités françaises et les unités belges. On reste dans le flanc oriental de l'Alliance, puisque par ailleurs les armées françaises y poursuivent leur engagement. Ainsi, le 9 octobre, en Estonie, le bataillon multinational qui est sous commandement britannique s'est entraîné à un déploiement de son état-major tactique dans le cadre de l'exercice COMEX. En parallèle, la compagnie d'infanterie légère, CIL, s'est exercée au combat de tranchées dans le camp de Tapa avec ses homologues de l'Estonian Defense League. En Roumanie, la semaine a été marquée par le début des exercices Dacian Fall 24 et Carpathian Arc 24 qui se tiennent du 14 au 31 octobre 2024.
Donc, on en a déjà parlé. Cette séquence, elle s'inscrit dans une série d'exercices que je vais vous détailler par la suite et qui s'achèvera en mai 2025 lors de l'exercice d'Asian Spring qui, je vous le rappelle, consistera à passer du niveau bataillon au niveau brigade interarmes par des renforts qui seront acheminés conformément au plan de l'OTAN. Donc, le déploiement temporaire d'une brigade en Roumanie s'appuiera sur le Brigade Forward Command Element, BFCE, ce qui est un état-major qui est situé actuellement à Bucarest, et qui prépare l'intégration de la brigade française au sein du dispositif de l'OTAN. Ce détachement permettra à la brigade de s'engager immédiatement aux côtés de ses alliés. Donc ce sont plus de 800 soldats français, dont l'état-major de la 7e brigade blindée, qui seront projetés de France et qui participeront à l'exercice en menant différentes manœuvres à travers la Roumanie. Donc pour le détail des exercices, nous avons Eagle Warrior, qui mettra l'accent sur le tir et les savoir-faire spécifiques du génie. L'exercice Blue Scorpion, qui sera l'occasion de réaliser des tirs de lance-roquettes unitaires. Et l'exercice Black Scorpion, où une section de chars Leclerc sera insérée dans une brigade roumaine. Finalement, l'exercice de poste de commandement de corps d'armée Carpathian Arc 24 permettra aux états-majors déployés en Roumanie, dont celui de la 7e brigade blindée, de s'exercer à la conduite des opérations. Ces exercices complémentaires permettent à l'ensemble des forces déployées en Roumanie d'approfondir leur savoir-faire et de préparer le renforcement des unités déployées. On passe à la mer, puisqu'après 3 semaines de patrouille au sein du Standing NATO Maritime Group 1, ou SNMG 1, la frégate qui est déployée en mer Baltique a rejoint l'Atlantique et l'opération Brilliant Shield. Cette FLF poursuit désormais sa mission en Méditerranée. Et comme évoqué la semaine dernière, eh bien, la 30e édition de l'exercice bilatéral Chebec se poursuit, où les marines marocaines et françaises ont conduit une série d'activités opérationnelles liées à la lutte anti-sous-marine en mer d'Alboran, le long des côtes marocaines. Illustrant le riche partenariat unissant la France et le Maroc, une FLF et un sous-marin français se sont entraînés pendant plusieurs jours aux côtés de 2 frégates marocaines de type Sigma. Cette activité de coopération opérationnelle s'inscrit dans la dynamique générale de coopération et d'amitié entre les forces navales marocaines et la marine nationale. On passe maintenant au Proche et au Moyen-Orient, puisque, vous le savez, depuis le 30 septembre, un porte-hélicoptère amphibie PHA et son escorte patrouillent en Méditerranée orientale. Polyvalent, le PHA dispose, lui, de capacités de projection par air et par la mer, d'une capacité d'appui sanitaire, tout en accueillant un état-major embarqué. Modulable, ces moyens déployés permettent de répondre à tout type de sollicitation. Et par ailleurs, une frégate multimission continue de patrouiller afin de maintenir la permanence de la présence française dans la zone et de contribuer aux capacités d'appréciation autonome de situation. Et toujours en Méditerranée orientale, un MRTT de l'armée de l'air et de l'espace s'est posé à Beyrouth le 16 octobre afin de livrer aux forces armées libanaises un poste sanitaire mobile. On passe en mer Rouge maintenant, où la frégate française qui est déployée dans le cadre de l'opération Aspides a reçu le renfort d'un avion Atlantique 2. Donc, agissant en complément des frégates, cet aéronef permet de surveiller la zone au plus loin, en contribuant à la sécurité des voies commerciales de Suez à Ormuz. On passe à la base aérienne projetée au Levant, où les Rafales ont poursuivi cette semaine leur action contre Daesh en 14 sorties aériennes, tout en menant des actions de coopération avec le partenaire irakien. Ces vols de Partner Nation Integration permettent un échange privilégié entre les forces françaises et les forces irakiennes par des exercices communs sur les procédures tactiques entre les contrôleurs irakiens et les avions français. La relation bilatérale riche qui unit la France et l'Irak se concrétise par ailleurs depuis près d'1 an par la formation des bataillons du désert. Ainsi, depuis le 24 septembre, la Task Force Lamassu, qui est placée sous le contrôle opérationnel des forces françaises aux Émirats arabes unis, mène la formation du 3e bataillon du désert. Cette coopération opérationnelle vise à s'entraîner conjointement aux manœuvres de combat en milieu désertique. Et la France montre ainsi, à travers cette formation, son soutien au renforcement de la souveraineté irakienne. On passe à la Corne de l'Afrique, où, en étroite liaison avec le partenaire, la France poursuit son engagement
aux côtés de la République de Djibouti. Ainsi, du 4 au 11 octobre, les Mirage 2000-5 des FFDJ ont effectué 18 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la préparation opérationnelle dans le domaine de la défense de l'espace aérien djiboutien, à laquelle la France contribue en vertu du traité de défense bilatérale. Toujours à Djibouti, du 12 septembre au 13 octobre 2024, un détachement des forces françaises de Djibouti a mené un entraînement conjoint avec les forces armées ougandaises. Des militaires du 5e régiment interarmes d'outre-mer, le 5e RIAOM, se sont rendus sur le camp de Singo. Cette séquence conjointe d'entraînement de 4 semaines a permis des exercices tactiques à tous les niveaux. Avec l'appui des FFDJ, les militaires ougandais se préparent dans ce cadre à leur déploiement en Somalie au sein de l'ATMIS, African Transition Mission in Somalia. Cette mission remplace la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, avec un mandat clair de mettre pleinement en œuvre le plan de transition pour la Somalie, le PTS. Depuis 2007, les FFDJ interviennent 3 fois par an dans cette préparation en fonction des besoins des forces armées ougandaises. Par ces actions et à la demande des partenaires, les FFDJ contribuent à préserver la stabilité et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. On passe au golfe de Guinée, puisqu'après une escale à Douala, au Cameroun, le patrouilleur de haute mer commandant du coin a mis le cap vers Dakar, au Sénégal, pour y conclure son mandat Corimbe 24.4. Alors, tout au long de la patrouille, les opérations de surveillance et de lutte contre la pêche illicite se sont poursuivies, en particulier au large de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Cette zone souffre durement du pillage des ressources halieutiques contre lequel Corimbe s'engage. Le PHM a désormais été relevé par un porte-hélicoptère amphibie et ce PHA accueille à son bord des officiers du stage Sirène, dont nous avons parlé ici il y a 3 semaines. C'est le stage d'instruction régionale embarqué et numérique. Le groupe tactique embarqué à bord a également mis à profit ce déploiement pour mener des actions de partenariat avec l'armée de terre sénégalaise. En alternant des exercices au combat de jour et de nuit, les spécialistes des 2 nations ont pu s'exercer à des manœuvres de tir et d'entraînement tactique. Ces actions de coopération illustrent la qualité de la relation unissant les forces armées françaises et sénégalaises. On passe maintenant à l'Indo-Pacifique, puisque partie la semaine dernière de Papeete pour une patrouille hauturière de 2 mois et demi en Asie, la frégate de surveillance Prairial a quitté les eaux de la ZE polynésienne et a définitivement mis le cap vers l'Asie. En ce début de patrouille, l'équipage a réalisé l'ensemble des entraînements nécessaires à un déploiement à la mer de longue durée. Cette mission démontre l'attachement de la France à la stabilité dans la zone Indo-Pacifique. Elle y promeut une approche multilatérale, promouvant le respect du droit international et la liberté de circulation au profit d'un Indo-Pacifique stable, libre et ouvert. La mission de la FS Prairial s'inscrit pleinement dans ce cadre et son action s'ajoute aux nombreux déploiements et exercices que la France réalise régulièrement dans la région. On a parlé de Pégase 24, on a parlé d'un déploiement de la FREMM Bretagne dans l'exercice RIMPAC ou encore dans l'escorte du porte-aéronef italien Cavour. Toujours dans la zone maintenant océan Indien, en patrouille depuis le 18 septembre, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, BSAOM Champlain, poursuit son parcours. Après une escale au Mozambique, il a effectué le ravitaillement des îles Europa et Juan de Nova. Continuant sa mission, il effectuera le ravitaillement des Glorieuses les 20 et 21 octobre. Il participe ainsi à l'expression de la souveraineté de la France dans sa zone économique exclusive. Par ailleurs, avec les Seychelles, les militaires du 2e RPIMA mènent depuis le 14 octobre un partenariat opérationnel d'entraînement au combat aéroporté. Les entraînements conjoints menés sur l'île de la Réunion, qui s'appuient sur les infrastructures et les moyens des FASOI, renforcent la connaissance mutuelle des unités. Ce type de coopération opérationnelle concourt à la sécurité régionale de la zone sud de l'océan Indien. On passe à la zone Antilles-Guyane, où la frégate de surveillance Germinal a poursuivi son déploiement en mer des Caraïbes. Après avoir mené une patrouille avec la marine colombienne dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le bâtiment a fait escale à Colón, Panama, puis à Kingston, en Jamaïque. À ces occasions, des échanges ont eu lieu avec les autorités militaires locales, permettant d'accroître la connaissance mutuelle et la compréhension des enjeux régionaux. Enfin,
plus au nord. Du 12 au 27 octobre, une section du 33e régiment d'infanterie de marine est déployée sur l'île néerlandaise d'Aruba afin de participer au challenge d'aguerrissement aux côtés des troupes de marine néerlandaises et américaines. Merci beaucoup, colonel. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce point presse. Merci, général, pour votre intervention. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, le jeudi 24 à 11h. Bonne fin de semaine à tous.